Bonsoir à tous et bienvenue sur Tribune Jaune. Merci de nous retrouver encore cet après-midi. Nous parlons effectivement de cette grosse affaire qui fait jaser en ce moment, on va dire. Il s'agit effectivement des nouvelles mesures gouvernementales, du gouvernement quand même, il faut le préciser, transitoire, qui visent surtout le pognon. On va dire ça comme ça pour que ça intéresse plus d'un parce que c'est le cas. Donc, quid des mesures d'austérité issues du gouvernement transitoire. Vous savez, depuis un moment, il y a beaucoup de choses qui se disent de ce côté. Il paraît qu'on devra réduire les salaires désormais et c'est à partir des catégories A1, c'est cela? Et on verra les salaires à la baisse. On fait un gel des concours publics, recrutement, des avancements ou des mises en stage, des avancements de reclassement et bien sûr cette fâcheuse question quand même du loyer, puisqu'apparemment l'État veut désormais fixer, j'ai envie de dire ça comme ça, les prix des loyers de vous là qui construisez chez vous. C'est l'État. Vous achetez la brique à 400 balles, à 400 francs et puis après c'est l'État qui vient vous dire désormais c'est à ce prix là que votre locataire doit payer. Donc nous allons un peu en parler avec vous. Et vous savez l'émission est interactive. Le 07 67 13 03 est là pour cela. Vous pouvez nous faire vos contributions pour en parler. Vous le constatez. Notre ami Adieu avec nous. Yves, bonsoir. Oui, bonsoir, Roy. Tu vas bien mon frère? Oui, je vais bien. Intéressant. Alors, et Davila est là avec nous. Davila, bonsoir. Bonsoir, et comme là, à tous les spectateurs qui sont toujours câblés devant leur petit écran. Au rendez-vous des Tribunes Jeunes. Bien, c'est très bien. Voilà. On va préciser quand même qu'on aura une deuxième partie d'émission. On aura notre ami qui est un super économiste en devenir, j'ai envie de dire, parce que le gars, il est très fort. Il viendra nous dire un peu, avec beaucoup de précision, pourquoi pas cette histoire d'austérité, comment elle doit être vécue par les populations lorsqu'on sait quand même que le contexte peut être fait en sorte que beaucoup de questions soient soulevées, etc., etc. Donc pour nous permettre de comprendre un tant soit peu de quoi s'agit-il, parce que peut-être lorsqu'on dit mesures d'austérité, on se dit ça c'est les choses des blancs, etc. Mais lorsqu'on veut parler peut-être des nouvelles mesures gouvernementales qui touchent un peu les salaires, qui touchent la situation économique, etc., etc., là les gens peuvent plus ou moins comprendre. Mais de façon claire, qu'est-ce qu'on peut comprendre, comment on peut définir, comment on peut contextualiser, sinon identifier la question même des mesures d'austérité? Déjà, merci. Il faut dire que les mesures d'austérité sont tributaires d'une politique de rigueur qu'on met en place face à une situation donnée, surtout lorsque on ressent qu'il y a en quelque sorte une crise économique, si on peut le dire. Donc, l'austérité ici, c'est une politique économique qui vise à augmenter la fiscalité applicable, à baisser les dépenses publiques. On a parlé du train de vie de l'État. Et pour que finalement, on ait à résoudre le problème du déficit public. Le déficit public. Justement. D'accord, tout de suite, c'est quand même assez chaud. Je pense que c'est suffisamment clair. Dépenses publiques, déficit public, augmenter la fiscalité applicable, etc., etc. On a envie de dire tout de suite, est-ce que, Davila, immédiatement, le Gabonais lambda est plus ou moins tributaire de ce qui se passe si jamais il y a déficit public, si jamais il y a un surendettement, si jamais il y a une question de crise financière, etc., ou économique. Est-ce que tout de suite le Gabonais lambda se retrouve là-dedans? C'est déjà bien d'en parler parce qu'il faut le dire, tous les Gabonais en parlent. Non seulement par rapport aux mesures, on parle des mesures gouvernementales, non seulement quant à la suppression, je veux dire le gel des concours, l'intégration à la fonction publique et toutes ces choses-là, c'est quand même, comme tu le dis souvent, c'est quand même assez chaud. Parce que tout récemment, il y a quelques semaines de cela, sur ce plateau même, on parlait de l'augmentation du prix du carburant. Et on se disait qu'aujourd'hui, on parle de l'augmentation du prix du carburant. Qu'en sera-t-il de demain? Eh bien, je pense que nous y sommes. Nous y sommes. Ce n'est vraiment pas étonnant. On parle désormais de la suppression des concours professionnels
tous ces étudiants-là qui sont en cours de formation dans les universités, qu'en sera-t-il de demain? 3 ans après, il faut préciser. 3 ans après, c'est pour une durée de 3 ans. Bien sûr. Parce que je pense il faut quand même dire que ça avait déjà un peu débuté, parce que ça fait quand même bien un an sûr, déjà ça avait débuté. L'année dernière, on parlait d'un an. Bien sûr. Il n'y aura pas d'intégration à la fonction publique et tout ça là. Et voilà que, comme si ça ne suffisait pas, on est allé jusqu'à 3 années. C'est quand même... c'est assez chaud. C'est assez chaud, il faut le dire. Et le comble dans tout ça, c'est que tous les Gabonais ne sont pas contents, il faut le dire. Et on ne devrait même pas l'être. Parce que je pense que lorsque de telles mesures sont prises en compte, est-ce que on a la décence de faire, comment dire, d'aller vers les populations même, essayer de discuter avec eux, prendre la température. Pour apaiser les tensions actuelles, une rencontre devrait se faire, non seulement entre le gouvernement, les agents de l'État, mais aussi avec les étudiants. Nous sommes tous concernés, mais ça ne se fait pas. C'est tout ce qui fâche la population gabonaise, en fait. Voilà. Alors, le président de la République disait qu'il serait heureux lorsque les Gabonais seront heureux. Bien sûr, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouh là là. Écoutez, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez appeler pour nous le dire. Hein. Si vous êtes heureux également, vous pouvez appeler pour nous le dire. Le président de la République le disait. Et puis après, quand même, hein, il y a cette histoire de... le Gabonais, on a l'impression que... Est-ce qu'il se retrouve là-dedans? Est-ce qu'il comprend exactement ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas suffisamment grave pour lui? Est-ce que, justement, il comprend que le pays a besoin de sa contribution et c'est comme ça que ça doit se passer aujourd'hui? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, le Gabonais, de façon générale, est en train d'être payé un lourd tribut. Et nous ne sommes pas loin de la situation qui a prévalu en 1789 en France, où de Gaulle demandait pas, je crois que c'était le roi de France demandait à ce que... En 89 je crois, ça n'a pas débuté en 89, mais ça s'est soldé en 89 par cette révolution qui a eu lieu en France en 89. 1789. Ouais, 1789. D'accord. Voilà. Donc, il fallait déjà que puisqu'il y avait une crise constatée, il fallait que toutes les couches sociales participent à relever et à relancer l'économie de l'État. Et ça a fait en sorte que les députés du tiers-État, dont des paysans et des artisans et tout, se mettent à protester et à défendre ceux qui devaient plus payer le tribut, alors qu'ils n'étaient pas responsables de la crise qui a prévalu et la crise du moment, donc de l'époque. C'est la même chose, en fait. Ce petit parallélisme, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, le Gabonais est en train de payer pour tout le monde, même le Gabonais lambda est en train de payer pour tout le monde. Quand on dit que finalement, il y a crise, on s'est déclaré, crise économique, c'était une crise latente, mais là, elle devient visible. Il y a crise économique et qu'il faut faire il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices, notamment en réduisant le train de vie de l'État. Ça, c'est pas un problème. Je crois que c'est normal. En revoyant au niveau de la fonction publique, ceux qui devraient normalement aller à la retraite. Les fonctionnaires fantômes et tout ça, oui. Fantômes, les malades et tout. Les agents... les contractants, les agents contractuels qui étaient déjà retraités, c'est normal. Mais dire que plus de recrutement, plus de stages, plus de concours, ça pose problème. Et parce que certainement la volonté qui anime le gouvernement actuel ou le gouvernement de la République est de faire en sorte que l'idée qui a été débutée, l'idée d'entrepreneuriat ou le taux-emploi soit une idée effective. Et donc il faut orienter, parce que je l'ai aussi entendu au quartier hier en débattant avec certains jeunes, que c'est une politique mise en place pour orienter davantage les jeunes vers les entreprises privées, tout ça. Voilà. Et pas plus tard que ce matin aussi, je l'ai entendu de la bouche du président du Conseil national de la jeunesse du Gabon, Stéphane Ondias, qui le disait que c'était pour amener les jeunes à comprendre que il n'y a plus que la fonction publique. C'est vrai, mais est-ce que la fonction publique est une vie de courte durée? Je crois que tant qu'il y aura l'État qui est d'abord l'État qui est laïque et public,
il y aura forcément une fonction publique qui aura besoin du personnel. Donc on ne doit pas dire ici que plus de recrutement, plus de concours, plus de stages, alors qu'on sait que la société est compartimentée et organisée. Et quand on dit société, c'est forcément l'organisation. Alors que ceux qui sont chargés ou bien qui sont voués ou qui ont les capacités à s'auto-employer ou entreprendre, que ceux-là le font, qu'ils le fassent plutôt, et que ceux qui ont été formés pour des métiers techniques, qu'ils le fassent. Maintenant, pour ceux qui ont été dans les métiers, en fait, des formations, qui ont subi des formations de ressources, de gestion de ressources humaines et tout, qui doivent normalement être dans l'administration, comme ceux de l'ENA, par exemple, comme la majorité de l'université Omar Bongo, par exemple, que ceux-là aient au moins, qu'on leur donne de l'espoir. Une porte de sortie. Voilà, une porte de sortie. Oui. Bon, je vais prendre le cas, par exemple, de celui qui a fait des études en philosophie, parce que ça c'est fréquent. Il a fait des études en philosophie. On lui dit aujourd'hui que l'État ne peut plus employer et qu'il n'y a plus de recrutement, parce que après son master, on peut faire un recrutement direct s'il n'y a pas concours. Et on lui dit qu'il n'y a plus de concours pendant 3 ans. Alors que lui, il a fini de soutenir cette année. Il a fini de soutenir à 34 ans. 34 ans. Et on sait que il a 3 ans. Voilà, 3 ans. Il poireaute pendant 3 ans. Donc, il n'a pas de ressources, par exemple, pour entreprendre. Parce que c'est bien que le président du Conseil national de la jeunesse, par exemple, le dit, c'est bien c'est pour inciter les jeunes à entreprendre. Mais est-ce que le contexte est favorable à cela? Qu'est-ce qu'on a mis en place, par exemple, pour... C'est une question qui est adressée au président du Conseil national de la jeunesse. Ce serait bien que peut-être lui y réponde. Oui. Il réponde. Et l'un des journalistes, c'était sur Urban FM. Je crois que c'était Mosley ou Wesley, comment on l'appelle. En tout cas, quelqu'un lui posait la question. Il posait la question mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il disait justement que c'était ça un peu le problème. Mais c'est ça le problème en réalité. C'est justement ça le problème. Terrible. Parce qu'aujourd'hui, dire que nous sommes, parce que c'est reconnu que c'est la récession économique et qu'il faut une relance économique, comme clamait fort le Premier ministre. Oui. Il faut quand même rappeler que c'était l'une des missions principales de ce gouvernement transitoire. À faire la relance économique. Oui. Heureusement ou malheureusement, ça passe par ces éléments-là. Oui. C'est quand même assez chaud. Mais c'est compliqué. On a beaucoup de ministres d'État quand même. C'est compliqué. On a un ministre de sport qui est ministre d'État, on a un ministre de la communication qui est ministre d'État. C'est assez chaud quand même. Oui, c'est vraiment chaud parce que aujourd'hui, les jeunes, les Gabonais, ils se demandent mais comment est-ce que ça va se passer, parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets quand on sait qu'à côté, il y a le prix du loyer qui ne fait qu'augmenter, il y a le prix du taxi qui ne fait qu'augmenter. On viendra justement sur la question du loyer qui ne fait qu'augmenter. Est-ce que la réduction, par exemple, la réduction des salaires, est-ce que ça va favoriser le panier de la ménagère? Mais excuse-moi, l'opération Mamba, c'est ça, non? C'est ça, l'opération Mamba. Oui. C'est ça. Oui, ça c'était pour les gros consommateurs. Oui, mais l'argent de l'opération Mamba, est où, un temps soit peu? Parce qu'il y a un gars qui a volé 500 milliards sur 3000 milliards de budget. Il a pris lui-même, pour lui-même, 500 milliards. On a envie de dire que donnez-nous ces 500 milliards-là au lieu d'enlever le pognon des maigres personnes déjà qui n'en ont pas suffisamment. C'est quand même assez Je crois qu'on est parti des gros dinosaures qui subissaient cette opération Mamba pour tomber sur nous tous. Mais est-ce qu'il y a eu par exemple un retour de cette opération-là? Il paraît qu'ils sont en prison. Est-ce qu'on a vu l'argent et comment cet argent-là a été redistribué ou réparti, etc. Mais avant de poser la question sur l'opération Mamba, il faut d'abord poser la question sur les agences qui ont été créées. Il fallait concentrer les agences à la présidence de la République pour mieux gérer les finances de l'État. Alors, et on a supprimé un bon nombre de caisses qu'on appelait des caisses spéciales, qu'on retrouvait dans certains ministères. Vous voyez? Et on a mis à côté, en lieu et place de ces caisses-là, les agences. Les sortes de primes, PIP et tout pour oui, d'accord, ça j'avais. Ça m'était un peu sorti. Mais cet argent des caisses
qu'on a supprimées et où les agences qu'on a créées parce qu'il fallait tout concentrer au niveau de la présidence de la République pour mieux gérer les finances de l'État. Cet argent, le pognon est où? On a sorti un fichier, je crois que c'était en 2010-2011, qu'il fallait un nouveau fichier pour mieux gérer les agents publics de l'État parce qu'il y avait des fonctionnaires fantômes, etc. Aujourd'hui, on retombe sur il y a même des fonctionnaires décédés, des trucs comme ça. Donc, mais ces dividendes, cet argent de plus, il est où? Il est allé où? Voilà. La question et en 2010, depuis 2010, 2014, 2015, on a eu une forte croissance. Oui, et il faut quand même rappeler qu'il y a eu chute du baril du pétrole. Après, le baril est remonté. C'est en 2015 que ça tombe. Oui, mais en 2010, c'était du jeune. Il y avait un problème quand même ici. Mais alors, Davila, à ce niveau quand même. Quand on dit on fera plus de mise en stage, est-ce que c'est une façon de dire justement à ces stagiaires-là qu'en principe, il y a un budget qui est alloué à cette grosse administration-là pour gérer justement ces stagiaires-là, mais que ces stagiaires-là n'ont jamais reçu cet argent? Est-ce que c'est une façon de le dire, une façon un peu voilée de le dire? On dit plus de recrutement pendant 3 ans. On dit plus de reclassement, avancement, etc. C'est quand même bizarre, non? Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme vous le dites. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à toutes ces mesures-là, le gouvernement, je ne sais pas s'il est conscient de cela, mais il ne fait qu'augmenter le taux du chômage des jeunes. Parce que c'est bien beau de dire que lorsqu'on prend de telles mesures, c'est pour encourager les jeunes que nous sommes à faire de l'entrepreneuriat. Et c'est votre président qui l'a dit, hein, c'est le président du Conseil national de la jeunesse. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça veut dire effectivement que il sait que ces moyens-là sont mis, c'est-à-dire le contexte est favorable, et apparemment tu devrais le savoir aussi. Non, mais on ne peut même pas parler du contexte favorable parce qu'il ne l'est pas. On ne peut Donc le président a dit n'importe quoi. On ne peut pas. Est-ce que le président a dit du n'importe quoi? Je préfère ne rien dire là-dessus. D'accord. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, venir suspendre les concours professionnels, venir qui était déjà très sélectif quand même. Bien sûr. Très très sélectif. Venir geler comment dire, l'intégration à la fonction publique, soit disons pour emmener les jeunes à s'auto-financer. C'est bien beau de le dire, mais qu'est-ce qui a été fait pour que nous intéressons davantage à l'entrepreneuriat? Je pense qu'il devrait d'abord réfléchir là-dessus. Et lorsqu'ils prennent la peine de réduire les traitements des agents publics, c'est bien de le faire. On va tous concourir au bien-être du Gabon. Mais est-ce qu'ils tiennent en compte de leur traitement à eux? Ou alors ils veulent seulement nuire aux agents de l'État, déstabiliser la jeunesse gabonaise sans pour autant considérer les traitements du bureau exécutif par exemple. Si ils veulent vraiment que la relance économique du Gabon soit effective, nous savons que ces ministres, le président lui-même, ils ont des milliards dans leur compte, ils ont des biens par-ci par-là à l'étranger. Mais pourquoi ils ne prennent pas cela pour participer à la relance économique du Gabon? Il y a également les fonds de souveraineté, bien sûr, qui sont attribués chaque année aux députés, aux ministres et tout ça. Ce sont des millions. Pourquoi ils n'ont pas touché ce domaine-là? Ils préfèrent simplement s'en prendre aux agents de la fonction publique, aux étudiants et tout ça là. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que le président de la République, je sais pas, il y a eu encore une erreur de casting dans ce gouvernement transitoire, parce qu'on sait quand même qui est là-dedans, qui était, qui n'y est plus, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mal entouré à ce niveau, ou bien il est finalement comptable et partisan de ce qui se passe? Non, mais je ne sais pas s'il faut dire qu'il est mal entouré. Une chose est sûre. Ou il est mal conseillé. Une chose est sûre, c'est que ils sont tous dans le même bain. Parce que si le gouvernement le président de la République ne travaille pas seul, il est entouré de ministres, de ceci, cela, de conseillers. Mais c'est sûr que ces conseillers, s'ils n'agissent pas ainsi, c'est parce qu'ils voient leur intérêt, l'intérêt personnel. Un ministre ne peut pas se lever et venir dire ce que monsieur le président a dit. En principe, on devait le revoir. Le ministre de la Communication, par exemple, il est là pour communiquer avec le peuple, entre le peuple et le gouvernement. Mais s'il n'y a pas cette communication-là déjà, on nous laisse perplexes parce que nous n'avons aucune info capitale, nous n'avons pas des raisons précises qui peuvent nous emmener à accepter de telles mesures. Donc c'est un peu ça. Alors toi tu dis non à ces mesures-là, complètement non.
Non de non. Je sais pas. Avec ma pauvre, voilà, je sais pas ce que ça peut bien faire. Mais une chose est sûre, c'est que pour apaiser les tensions des Gabonais, je pense que Monsieur le Président, si vous nous regardez ou même vos conseillers, il faudrait quand même qu'il y ait une rencontre entre la population gabonaise, les agents de l'État et le gouvernement pour parler à tous ces soucis-là. Si nous voulons bien évidemment que dans les années à venir, que l'économie du Gabon soit plus ou moins vue sous un autre angle. D'accord, vu sous un... Je pense que... Rapidement. Moi, je pense que la situation économique aujourd'hui que nous traversons, qui est une situation de crise... Est-ce qu'on peut parler de crise, cher ami, tu es en cravate et tout ça, tu es élégamment coiffé et tout ça, est-ce qu'on peut parler de crise à ce niveau? Cravate, c'est ma débrouillardise, c'est pas la question de... D'accord. Moi, je parle pour le plus grand nombre qui va en pâtir, qui va subir de tout ce qui va se prendre, qui se prend comme décision actuellement. Je disais que cette situation de pourrissement sur le politique, qui l'a voulu. Parce que quand on parle d'un personnel de près de 1607 personnes à la présidente de la République, ça c'est vraiment pour une population de 1,5 million, je peux dire. Bon, si on veut 1,8 million, 1607. Et on parle de 496 collaborateurs du président de la République. C'est vrai que tout dernièrement, quand même un président de la République. Tout dernièrement, il vient de virer 239 collaborateurs, dont 100 chargés de mission politique. Vous voyez? C'est assez chaud quand même. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça c'est de l'argent. Et on a chiffré ça à 14 000 milliards. Tout ce qui, voilà. Donc tout ce quelque part, ça peut déjà contribuer au plan stratégique. C'est vrai que c'est de l'argent qui part, mais une chose est sûre, c'est que ces fonctionnaires-là seront affectés ailleurs. Et il faudra toujours les mêmes soins. C'est pourquoi quand j'ai parlé des caisses qu'on a supprimées, je parlais des agences qu'on a concentrées, mais cet argent aussi, puisque l'autre, le PPP, le porte-parole de la présidence. Voilà, il disait déjà que ces mesures vont permettre d'engranger 70 milliards de plus. En fait, de récupérer 70 milliards, puisque la dépense était plus élevée que les recettes de l'État. Donc, avec ces nouvelles mesures, on va avoir comme gain 70 milliards de francs CFA. Mais ces 70 milliards iront où? Oui, c'est bien, la question est quand même bien posée. Parce que si la gestion reste toujours aussi opaque, voilà, justement. D'accord, l'argent va arriver. Peut-être que l'argent de Mamba est tombé. Mais les gars ne nous ont pas dit si c'est tombé, puisqu'ils en ont fait. Ça peut être le cas aussi. Ils vont prendre, 70 milliards vont tomber. Et puis après, on ne saura pas ce qu'on en fera. Voilà. Et puis, on va encore dire que on va encore enlever dans les salaires des gens. On va encore au maximum prolonger, pourquoi pas la période. Alors, moi, je loue que la cure d'austérité se fasse au niveau politique, au niveau de la présidence de la République. Mais c'est quand même c'est bien. Mais on parle de mesures d'austérité là et tout ça, mais il y en a qui ont quand même de l'argent pour acheter les cartes d'électeurs des gens, c'est bizarre. Les cartes d'électeurs, bon. Est-ce que c'est pas parce qu'on va couper leur salaire que les fonctionnaires sont obligés de vendre leurs cartes d'électeurs finalement? Ben, les cartes d'électeurs, ça se vend depuis longtemps, puisque c'est non, mais il faut quand même le préciser. C'est vrai que les cartes d'électeurs se vendent depuis longtemps, mais nous savons quand même que dans les années parce que si on t'enlève 15 000 balles de ton salaire, et qu'un gars te dit donne-moi ton papier, je te donne les 15 000 balles. Comme là, le paradoxe dans tout ça, c'est quoi? Dans les années antérieures, lorsqu'on vendait les cartes d'électeurs, c'était avec des sommes de 2 000, 5 000 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est car tu vas voir des personnes qui te proposent des sommes de 10 000 francs, 15 000 francs. Imaginez un peu toute cette population-là. C'est quand même, on va quand même dire quoi? Est-ce que le Gabon manque d'argent? Il y a l'argent dans les caisses, mais le il y a un truc, tu vas m'excuser. Allez-y. On l'a pas souligné, on aurait dû le caler ce truc-là. C'est-à-dire, la semaine dernière, quelqu'un nous a fait ce message-là. Lui, il a préféré écrire, il nous disait, lui-même, il a transporté des gens, d'accord, qui venaient de, je sais pas, d'une province dans le nord et tout ça. Ils se sont arrêtés quelque part à Oyem parce que un monsieur très influent, il paraît, de ce pays, a demandé à ces jeunes-là, à quelques jeunes, de venir à Oyem pour l'enrôlement à son compte, des trucs comme ça. Mais c'est sur place qu'ils devaient leur remettre de l'argent. Les gars, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et puis, maintenant, le gars leur a rien remis. Donc, ils sont bloqués à Oyem. Je sais pas de quelle province ils sortaient, mais le message était clair. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on va quand même caler ça pour que les uns les autres y voient. Il dit, je suis un témoin vivant, j'ai vécu cela. Vous voyez, il parle de 6 personnes.
Si à 6 personnes, on donne à une personne 15 000 francs, sans compter quand même qu'il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a la restauration. C'est plus de 50 000 quand même l'individu. Fois 6, c'est beaucoup d'argent quand même. Est-ce que... Bon, j'ai vu Bruno Ben Moubamba, monsieur Bruno Ben Moubamba. Voilà. C'est la moindre des choses. je l'ai vu, c'était le vice-premier ministre. Ouais, il était vice-premier ministre. Ouais. Il en parlait, il a dénoncé parce qu'effectivement, ça se fait. Mais je ne sais pas pourquoi les gens... J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, les gens qui disaient, mais on a l'impression que sa folie ne termine pas. Est-ce que c'est être fou de dire qu'il y a des Gabonais qui vendent leur humanité ou leur citoyenneté? Est-ce que c'est être fou de le faire? Je ne crois pas, mais quand même tu avais quelque chose à dire. Il n'a pas vendu ses 1% aussi. Il a vendu ça à qui? Il aurait vendu ça à qui? Mais il est devenu Premier ministre comment? En vendant ses 1%. Non, mais il n'a pas vendu. C'est un opposant qui estime qu'il faut participer à la gestion du pays avec le parti au pouvoir. Et puis voilà, il n'a pas vendu. Comment il aurait vendu? Mais non, sinon il serait tranquille. Hein. Il y en a qui ont vendu des choses et puis on les voit, ils sont à l'aise. Hein. Puis Ben Moubamba, en tout cas, c'est aussi notre grand, hein, le grand BBM, c'est pas grave. Alors, oui. David, là, tu avais un propos, il faut chuter. Oui, bien sûr. Alors, ce que je disais simplement, c'est que c'est vrai, on a l'impression qu'avec toutes ces mesures qui ne font qu'être prises là, on a envie de dire que le Gabon, il est en crise, mais lorsque les réalités également nous tombent dessus, on se demande finalement, on parle de quelle crise? Est-ce qu'il s'agit simplement de plus enfoncer la population gabonaise dans une certaine pauvreté, il faut le dire, parce que non seulement on réduit les salaires des agents de l'État, mais en plus de cela, on augmente les prix du carburant, on augmente les prix des denrées alimentaires. Alors c'est un peu comme contraire. Rapidement, j'aimerais bien t'entendre toi sur la question des loyers. Alors, je ne sais pas si la régie, est-ce qu'on a pu avoir les éléments là? Est-ce que c'est possible? Ah, vraiment dommage, hein. Mais quand même, il y a cet élément-là qui fait marrer, c'est-à-dire le bailleur, il vient, je pense que c'est Libec qui l'a produit, le bailleur, il vient vers son locataire pour dire, bon, écoute, cher ami, il faut me payer parce qu'après, le locataire lui tend quelque chose qui n'est pas conforme à leur clause. Et là, le bailleur, il rentre dans une colère un peu, je dirais pas noire, mais rouge, parce qu'il est tout fait en rouge et tout ça. Et là, le locataire lui dit, mais c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Allez demander à ceux qui ont dit que désormais ce genre de maison coûte à ceux où ça se fait à ce prix-là. Alors, qu'est-ce que toi tu peux dire quand même à ce niveau? Tu as fait ta maison avec tes petits efforts, tes petits moyens. D'accord? Et puis après, désormais, l'État vient te dire, voilà, c'est ça. Après, désormais, l'État vient te dire, non, mon frère, c'est à ce prix-là que tu dois faire ta maison malgré tes investissements. Alors, moi, la question que j'ai bien envie de poser derrière, est-ce que, parce que il y a eu, il faut le reconnaître, un échec quand même du point de vue des politiques sociales, notamment la question des logements sociaux. Est-ce que ce n'est pas une façon là pour l'État de vouloir un temps soit peu se rattraper lorsqu'on sait que tous les logements qui ont été promis n'ont pas été livrés? Maintenant, on veut permettre justement à ces personnes qui sont en quête de logement de facilement avoir un loyer, alors qu'on ne pense pas cette fois-ci à ces personnes-là qui ont investi. Est-ce que ça peut régler le problème? Non, mais une chose est sûre déjà, c'est que lorsque le gouvernement prend une telle mesure, c'est que lorsqu'on a vu l'image de tout à l'heure, on peut revenir dessus. Lorsqu'on a vu l'image de Libec tout à l'heure, là, on voit même déjà que le propriétaire, le bailleur lui-même, il est étonné. Oui, il est surpris. Il est surpris, bien évidemment. Alors, il y a toujours ce souci de communication entre le gouvernement et la population gabonaise. C'est bien, déjà même, si vous me permettez, il y a quelques années de cela, le gouvernement imposait à tous ces bailleurs-là de payer les impôts. Mais il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Alors moi je me dis peut-être que s'ils prennent une telle mesure, c'est parce que au départ ces personnes ne payent pas les impôts par rapport à leur maison. Mais quand même, c'est leur investissement, ce sont leurs finances, le fruit de leur travail qui est parti là-dessus. On ne va pas venir imposer un certain montant par rapport à dans une société quand même capitaliste. Dans une société, dans un pays qui se respecte, je pense que de telles choses ne peuvent pas être prises. On doit prendre en considération le travail
travail des autres, respecter les efforts que l'autre a fournis. Mais là, c'est compliqué parce que le bailleur, il peut dire au gars, écoute, moi, je te donne un préavis, tu dégages. Hein, Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Sur cette, Oui, mais déjà que la régie, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre notre ami Yannick qui viendra nous dire aussi, il y a un certain nombre de choses, parce que là, on a spéculé beaucoup et tout ça. On va avoir l'avis d'un presque spécialiste et mais tout ça. avant, je voulais intervenir sur la question. Oui, mais très rapidement Ouais, quand très même. rapidement. Si la régie nous garantit déjà que on peut souffler un peu, ce sera très bien, tu reviendras dessus. Okay. Donc on va regarder la petite transition et tout ça. On dit au revoir à Davila. On se retrouve derrière avec Yannick. À tout de suite. MVP Studio. Biggie Street Music. C'est qu'on a un 2 street. Dis à ceux qui pleurent, dis aux ennemis, dis à tous ces gars qu'un jour on verra la light. Dis aux colons blancs, dis aux politiques, dis à tous ces gars qu'un jour on verra la light. Dis à tous mes frères, ceux qui ont plus de père, dis à tous ces gars qu'un jour on verra la light. Bien frère, qu'on verra la light. Vrai, qu'un jour on verra la light. Dis aux ennemis que je connais qui je suis. Je suis la colombe blanche et les autres couleurs me suivent. Je suis la tête dans la queue, je le suis depuis. J'ai marché dans le noir, moi je suis sorti du puits. Je marche la tête haute avec une colombe sur l'épaule. À mes côtés le diable qui me dit viens je t'épaule. C'est pas nécessaire vu que ton rat m'a pris la main. Peu importe la durée de la nuit, je verrai demain. Agir après le mic et si qu'on a fait le reste, je vous reste le... Bien, de retour sur le plateau de Tribune Jeune, hein, vous le constatez, Yannick nous a rejoint, lui c'est un presque, comme je disais, un presque économiste parfait, parce que c'est un économiste en devenir. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Économiste en devenir, c'est bien dit? Et ça ne me dérange pas. D'accord, intéressant. Et bien sûr, avant que de prendre Yannick, on avait notre ami Yves qui nous disait quelque chose. Yves, oui, tu voulais revenir sur la question des loyers? C'était sur les loyers, justement, parce que aujourd'hui, c'est les mêmes mesures qui font en sorte qu'on revienne sur les loyers, parce qu'il faut tirer quelque chose aussi du côté de ceux qui détiennent des fonds de commerce, en fait, on peut le dire ainsi, oui. les loyers. Mais moi, je pense que pour le faire, un État qui le fait, c'est un État qui a d'abord viabilisé. Bien sûr. Qui a fait en sorte mais il n'y a pas d'eau et tout ça, le courant, c'est les coupures, c'est un État qui a revu les prix des matériaux. Le ciment coûte cher, le sable coûte cher. Il paraît même que le sable, il n'y en a plus beaucoup à une carrière là dont je ne... Voilà, mais c'est quand même terrible. Donc aujourd'hui, je crois que cette mesure passera mal. C'est vrai qu'il y a certains, j'étais quelque part dans un cybercafé, le propriétaire est arrivé, il était un peu pressé, il faisait les documents pour la mairie et tout, parce qu'il expliquait ça dans la salle, que oui, les nouvelles mesures veulent qu'on revoie certaines choses. Donc moi, je vais vite faire mes documents pour que mes locataires soient à l'aise, pour qu'on revoie les prix. Bon, lui, il était chaud. Je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais d'autres ne seront pas motivés comme lui. En tout cas, moi je pense que l'affaire là, ça va quand même chauffer quoi, hein, parce que les locataires vont en pâtir. Mais toi tu es non mais écoute, un bailleur. À un moment donné ici. Non moi, enfin moi je veux bien qu'on m'explique. T'inquiète quoi. Je veux bien qu'on parce que moi je prépare, je reçois pas toujours de l'eau dans mon robinet. Ça c'est un secret pour personne. Il faut pas avoir honte de dire ça. Il y en a qui viennent même pas voir sur le plateau là, qui vont au bureau, ils se lavent pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Pire, en saison sèche, là, il n'y en a pas. D'accord? Je me bats pour avoir de l'eau, pour donner de l'eau aux locataires et tout ça. Et puis l'État vient me dire un truc. Ok, il n'y a pas de souci. Les locataires, prenez déjà vos dispositions parce qu'après, vous sortez. Je préfère que mon chez moi reste libre pour éviter. Non, mais c'est clair parce que je pense que c'est ce qui va arriver. Alors, Yannick. Oui, monsieur. Nous, on est un peu dans nos histoires. C'est un peu l'émotion. Essayons un peu de revenir sur terre avec pourquoi pas la réalité des chiffres et surtout de l'économiste. Comment est-ce que toi tu perçois ces mesures d'austérité? Merci de m'avoir passé la parole. Nous dirons tout simplement les politiques prises par le gouvernement. Nous les qualifions d'abord des politiques de rigueur. Ici, ces politiques de rigueur visent à réduire le déficit public, lutter contre l'inflation, essayer de faire baisser les prix afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Cela n'est pas faux. Mais nous avons, avant d'entrer dans le sujet, nous allons parler d'abord de la baisse des prix. Nous constatons que les prix ne font qu'augmenter. Or, la politique de rigueur est là pour baisser les prix et améliorer les conditions de vie des populations. Mais comment c'est fait? C'est que le gouvernement gabonais applique une politique de rigueur et par la suite, les prix augmentent. Nous nous posons la première question.
Les politiques en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais il y a plusieurs bémols que nous allons soulever ici. Premièrement, il y a l'application d'une école de 15% des traitements de l'ensemble des institutionnels et autres autorités administratives. Et 15%, quel est le montant, quel est le salaire que ces derniers perçoivent afin de retirer 15%? Nous ne connaissons pas. Par la suite, 10% sur la rémunération des cabinets. Combien ces personnes qui travaillent dans le cabinet du président ou avec le premier ministre perçoivent pour retirer 10%? Je pense que si nous faisons un petit décompte, si vous prenez 10 000 francs, on vous enlève 10%. Bon, je ne sais pas si ça va vous gêner. Je pense que 10% ne gêne rien dans 10 000 francs. C'est quand même assez chaud. Ouais, si si au gars qui est dans le cabinet, qui perçoit quand même, j'ai envie de dire un peu, qui a un gros lot, on lui enlève 10%, et celui qui... Puisque nos établissements, c'est toujours la craie, hein. La craie et tout ça, on n'a même pas de blouse, on n'a même pas de... On vient de nous enlever 15%, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là, c'est vrai. Oui, pour ceux qui sont... Bon, pour ceux qui sont dans les 800 000, ça, effectivement, mais ça va gêner le personnel. Mais ceux qui ont des salaires vraiment très, très élevés, 10% c'est insignifiant. Et 5% aussi, car nous ne connaissons même pas la réalité de leur salaire. Pour revenir sur la mesure, les mesures prises concernant les agents économiques, nous dirons d'abord ici sur le plateau de TVS que les mesures qui ont été prises concernent d'abord les agents économiques et les ménages. Mais à l'application de ces mesures, ni les agents économiques ni les ménages ne sont au courant de ces mesures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent un matin, ils divulguent les mesures sur la table, ils disent, bon, voici les nouvelles mesures. Ok, nous sommes là, nous acceptons ces mesures. Mais est-ce que vous avez fait part à ces derniers qui vont en pâtir par rapport à l'application, bien sûr, de ces mesures? La mesure est prise de manière unilatérale, ce qui ne favorise pas ces derniers. Or, ces derniers doivent être au courant afin de mieux anticiper et de prévoir d'autres mesures qui vont favoriser à changer leur comportement. Bien sûr. Mais du jour au lendemain, vous changez de comportement, vous dites désormais, vous n'allez plus avoir 500 000, vous aurez 400 000. Comment vous allez faire pour combler ces 100 000 de déficit? Lorsqu'on sait qu'il y a les tontines, il y a les petites, il y a les enfants adultérins et tout ça, il y a l'autre qui fait les études au Ghana, l'autre qui est en Chine, c'est quand même assez chaud quand même du jour au lendemain. Effectivement. Tout à fait. Par la suite, il parle de la réduction des salaires publics. Cela permettra d'alléger le financement. Cela permettra d'assainir le financement public. Oui, c'est bien, il faut réduire les salaires, il faut tout faire. Mais est-ce que nous regardons l'effet que le salaire a sur l'économie gabonaise? Nous savons que environ 60% ou 80% des travailleurs gabonais sont catégorisés A. Ils n'ont pas vraiment des grands salaires. Le barème, c'est 900, 800 000 ou 700 000 par là. Ne donne pas l'impression que c'est rien, c'est beaucoup d'argent. Ok, c'est mais lorsqu'ils vont réduire les salaires de ces ménages, premièrement, ça va toucher la consommation. Lorsqu'on sait quand même que cette consommation, sinon les prix de consommation sont plutôt en train d'augmenter. Plutôt en train d'augmenter. Donc, ils auront deux effets. L'augmentation des prix qui réduit d'abord leur pouvoir d'achat. Ensuite, la réduction des prix de manière rigide par l'État qui vient encore casser leur niveau de consommation. À cet effet, je pense qu'à la longue, ces politiques deviendront inefficaces. Pourquoi elles sont inefficaces? Parce que la population gabonaise, les agents qui sont en actif ne vont pas supporter ce poids. Il est vraiment énorme. Et du coup, est-ce qu'on peut voir quand même, bon, enfin, peut-être c'est les politiques, je crois, voient l'échec ou à autre chose? Est-ce qu'on peut quand même attendre le relèvement, pourquoi pas, de cette économie gabonaise-là à partir de ces mesures, lorsqu'on sait quand même qu'on n'a pas jusqu'ici eu quand même, comment ça se dit, une date butoir, que c'est à partir de janvier 2019 qu'on va arrêter avec, par exemple, ces histoires-là où c'est finalement sur le long terme et après, il y a quand même un petit effet pervers derrière tout ça. Bon, en réalité, lorsque nous regardons la nomenclature menée par le gouvernement gabonais, ils essaient un peu de standardiser, c'est-à-dire s'arrimer aux standards internationaux. Bon, c'est pas mauvais. C'est à croire que le Gabon est né hier. Hein? Donc, vouloir prendre, dire, bon, désormais, nous allons utiliser des politiques non conventionnelles, budgétaires ou monétaires, c'est bien. C'est pour rendre l'administration plus compétente, plus efficace. Oui, c'est beau. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils arrivent d'abord à regarder on va dire ça comment,
excusez-moi du terme, est-ce qu'ils arrivent à regarder un peu la confiance? Est-ce qu'ils gardent la confiance avec ces derniers qui sont les agents publics? Les agents publics. Est-ce qu'ils gardent la Lorsqu'on confiance sait quand même avec... que déjà le contexte n'est pas très très favorable, c'est grève ici et par là et tout ça. Est-ce que si ces mesures-là finalement qui sont peut-être déjà en application finissent par toucher les ménages gabonais, le travailleur gabonais, le fonctionnaire gabonais, est-ce qu'on est sûr qu'on va là vers une situation complètement, j'ai envie de dire, sans trouble? Bon, complètement sans trouble au plan de vue de la Parce politique. que jusqu'ici, par exemple, on a l'impression qu'il y en a qui s'y intéressent pas trop. Peut-être qu'ils ont peur que s'ils font des mouvements, la gendarmerie viendra encore balancer des bombes lacrymogènes et puis quelqu'un va appeler ici pour dire que c'était des inconscients, des trucs comme ça. Peut-être qu'on a aussi peur de cette répression-là, que souvent, lorsqu'on essaie un peu de revendiquer, on essaie de poser les problèmes tels qu'on peut le faire, il y a en face de nous les forces. Voilà, oui. C'est mieux les représailles. Merci pour le terme. Au niveau des représailles, bon, je pense que les Gabonais n'ont pas vraiment pris la chose à cœur. Mais ils verront que la situation est vraiment difficile à partir d'1 à 2 mois. Parce que forcément, quelle que soit la capacité de l'homme, nous avons souvent des économies. Mais lorsque nos économies vont s'épuiser et qu'il ne reste que le salaire réel, ces derniers verront vraiment que la situation deviendra plus compliquée. Alors, Yves. Oui, mais moi je sens déjà ça. Depuis qu'on a pris ces nouvelles mesures, là, moi ça m'a vraiment touché. Oui, c'est compliqué là. Déjà, la preuve c'est que tu n'es pas en veste aujourd'hui, voilà, alors que souvent je suis pas fonctionnaire, mais je sais que les fonctionnaires gabonais, eux, ils nourrissent plusieurs bouches. Et quand on arrive à réduire leur salaire, c'est vraiment problématique, c'est très dangereux parce que beaucoup de choses vont manquer d'être réalisées par ces derniers. Et c'est justement la basse classe qui va en pâtir et qui va plus subir de ces nouvelles mesures d'austérité. Et moi, je pense que c'est bien vouloir relancer l'économie gabonaise, vouloir réduire la dépense publique parce qu'il faut baisser la déficit public. Oui, c'est bien, mais il faut savoir comment est-ce qu'il faut le faire, quelle est la méthode, qui on doit d'abord voir, par où on doit d'abord commencer. Moi, je pense que ça devait commencer au niveau politique, au niveau institutionnel. C'est vrai, on a supprimé, on a annoncé la suppression de certaines institutions ou bien de certains établissements publics pour essayer de revoir comment, surtout les établissements publics personnalisés. Bien sûr. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, freiner, faire en sorte que cela impacte négativement sur la grande couche qui est déjà assez précaire ou qui subit déjà une certaine précarité économique, ça c'est plus dangereux. Et on devrait en réalité, c'est vrai, ces mesures, ce sont des mesures prises parce que on veut faire des emprunts, je crois que c'est ce qu'on appelle des emprunts obligataires, le FMI, la Banque mondiale, et puis il faut forcément revoir certaines choses. Il faut bannir le social et tout, oui, il faut bannir le social, mais à tout prix, on veut relancer l'économie au détriment du bien-être des Gabonais. Et je pense que l'efficacité d'une économie dépend de sa finalité. Et la finalité devrait être, c'est une question de logique, et la finalité, elle est morale. Bien sûr. La finalité économique ou politique morale, c'est le bien-être. Le bien-être. Est-ce que à partir de ces mesures prises, on peut atteindre le bien-être, du moins le bien-être de la majorité? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que cela est possible. Et quand on dit que la fonction publique n'embauche plus, à croire que la fonction publique aujourd'hui, sa vie s'arrête demain. Qui va assurer alors la survie de la fonction publique, la survie de l'État sinon? C'est peut-être leurs enfants. Ils veulent détourner des talentueux, en fait, ceux qui ont du talent pour l'administration gabonaise, ceux qui ont du talent pour faire fonctionner l'État de façon administrative, pour qu'ils aillent voir ailleurs, dans l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, choses dans lesquelles peut-être leur esprit ne sont pas aptes à assumer. Et en coulisses, sont ailleurs. Donc, je ne pense pas que ça puisse plus ou moins résoudre le problème. Il le disait déjà, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Il faut chercher
d'abord des sources de financement. Si il faut relancer, on nous a parlé de relance économique à partir de la diversification de l'économie. On a planté les palmiers à huile. Quand j'entendais déjà le président dire que ça allait remplacer le pétrole. C'est assez chaud. C'est que le pétrole a fait depuis 70. L'or rouge. Ça, c'est vraiment compliqué. Ce jour-là, j'étais un peu... Ouais, ça nous a fait tous marrer. Bon, on a quand même le Bénin qui est passé par là. Donc, bon, après... Avec le palme. Oui, avec palmier à huile. Non, ça pas remplacer le pétrole. On va pas rentrer là-dedans. Hein. On va revenir peut-être là-dessus. Oui, rapidement. Yannick. Je souhaite rebondir sur la question du bien-être. En réalité, nous allons revenir sur des questions de relance économique. Lorsque le gouvernement prône la relance économique, c'était en situation où le Gabon, c'était dans les années 2009, 2010, 2011. Nous étions en expansion, le prix du baril de pétrole était très élevé. Mais il y a eu un bémol, c'est-à-dire en situation d'expansion, ces derniers ont eu à contracter des fonds auprès des bailleurs de fonds. Exemple, au club de Paris, le club de Londres. Bon, là, c'est pas un problème. Mais comment vous allez contracter des fonds en étant en situation d'expansion? Or, lorsque nous regardons le cycle, l'expansion, ça veut dire que vous êtes en situation de croissance. Ça va bien. Donc, vous dire que ça va bien. Donc, l'économie va bien. Mais suite à cela, lorsque nous passons en situation de récession, où sont les richesses qui ont été créées en situation d'expansion? Bien sûr. Et où sont ces dépenses que nous avons contractées auprès des bailleurs de fonds pour relancer notre économie? Donc, je dis que la situation de relance économique, là, ne peut même plus être là. La situation vraiment de la relance, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce que nous parlons de relance et aujourd'hui nous parlons de la politique de rigueur qui est opposée à la relance. La politique de rigueur vraiment elle est opposée à la relance. Donc tu veux dire qu'on ne peut plus parler de relance. Mais or, lorsque nous quittons de la relance à la politique de rigueur, il y a un problème. Et qu'est-ce qui est ce problème-là? C'est le problème de confiance. Dès que la confiance est perdue entre les opérateurs économiques et l'État, toute politique ou alors toute mesure qui sera prise sur cet intervalle va s'avérer inefficace. Inefficace, nul, sans effet. Pourquoi? Elle sera tout simplement annihilée. De ce fait, qu'on parle de relance, qu'on parle de politique d'austérité, qu'on parle de n'importe quel soit de type budgétaire non conventionnel, quel soit de type monétaire non conventionnel, mais ces politiques seront inefficaces. Parce que ceux qui sont devant vous, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui créent de la richesse, n'ont plus confiance en vous. Bien sûr. Et c'est pourquoi ils appliquent même ces politiques de rigueur afin de retrouver la confiance auprès des marchés financiers internationaux. Quitte à dégrader un peu la situation nationale et tout ça. Bon, c'est assez chaud. Est-ce que, bon, alors, toi, économiste, est-ce que tu crois que, effectivement, comme le disait sans doute, selon ce que tu nous as rapporté, notre ami du Conseil national de la jeunesse, est-ce que tu penses que ça va plus ou moins motiver les gens vers l'auto-emploi ou vers la débrouillardise? Moi, j'aime bien poser cette question parce que la débrouillardise, aujourd'hui, c'est la prostitution et on le sait très bien. Il suffit d'avoir WhatsApp pour savoir que désormais, c'est ça le nouveau style de prostitution des uns et des autres. Il y a les garçons qui font ça, les filles aussi qui font ça. Mais là-bas, vraiment, c'est chaud. La débrouillardise, pour moi, c'est finalement, vous dites ça comment, le banditisme, la délinquance à outrance, d'accord? Est-ce qu'on nous pousse là vers la débrouillardise ou vers l'entrepreneuriat? C'est quand même assez chaud, parce que pour entreprendre, il faut beaucoup de choses, hein? Bon, la question, elle est très belle posée. Elle est bien posée, mais nous allons savoir, je vais essayer de vous rebondir sur un peu l'entrepreneuriat. Oui, rapidement. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas en ce moment que nous allons voir les fruits de l'entrepreneuriat. Car nous, lorsque nous sommes là, on nous a dit désormais, il faut faire l'école. Après l'école, la fonction publique va vous embaucher. Ou alors une entreprise. Donc, vous venez du jour au lendemain me dire désormais, ce n'est plus la fonction publique, c'est l'entrepreneuriat. Encore même l'éducation n'a pas intégré l'effet entrepreneuriat. Je pense que ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, c'est beaucoup plus vers la débrouillardise. Beaucoup plus mais vers la débrouillardise. D'accord. Camarade Adjoui, on est à la fin de l'émission. Je vais vous laisser 1 minute chacun. Commence par toi, rapidement. Oui, moi ce que je peux dire, c'est que c'est bien, l'État est là pour réguler, pour garantir, pour sécuriser. Et les populations, les citoyens, la sécurité des populations, c'est justement trouver leur confort, leur bien-être. Et cet État aujourd'hui vient de nous faire constater, ou du moins vient de se prononcer sur ce que nous avons déjà constaté de façon latente, c'est qu'il y a crise économique et qu'il faut à tout prix
chercher les voies et moyens pour en sortir, ou du moins pour apaiser la crise, donc pour baisser la déficit. Le déficit budgétaire. Le Public. déficit, j'allais dire le Déficit déficit. Merci. Public. Maintenant, cette façon, en fait, la méthode mise en place ou les méthodes mises en place par cet État, c'est ce qui pose un peu problème. Et je pense que il serait mieux de voir au niveau du train de vie de l'État, réduire le train de vie de l'État, revoir au niveau du personnel de la présidence, des institutions, de l'administration publique, voir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile pour qu'on arrive à engranger certains fonds. Mais au niveau des concours recrutement utile et les stages, je crois qu'à ce niveau, il ne faut pas vraiment que ces mesures-là arrivent à se prononcer. Voilà. Donc, parce qu'on sait déjà que les stages ne sont pas rémunérés pour la majorité. Bon, on vient de savoir que c'est le cas. Donc, je ne sais pas pourquoi on va bloquer les stages à ce niveau. Donc, pour ma part, l'État doit savoir les méthodes qu'il faut adopter ou développer pour que les populations trouvent leur bien-être. C'est simplement ça que je peux dire. D'accord. Alors, Yannick, un mot de fin, rapidement. Donc, en 1 minute, merci comme vous l'avez dit. Moi, je trouve que la politique que le gouvernement va mettre en œuvre dans quelques mois n'est pas une mauvaise politique en soi. Mais le seul problème qu'il y a, c'est la confiance. Je vais rester dessus. C'est la confiance. Il faut tout simplement que le gouvernement sache que nous les attendons. C'est notre gouvernement. C'est le gouvernement gabonais. Donc, pour que cette situation, pour que cette nouvelle mesure soit efficace, il faudrait qu'il redonne la confiance à la population et aux partenaires privés. Et cela va permettre de mieux créer de l'emploi, pas seulement par le canal de la fonction publique, mais il peut aussi créer de l'emploi par le canal du secteur privé. Et je crois que d'ici peu, nous pourrons trouver de l'emploi au secteur privé si ces derniers arrivent à renouer la confiance avec les partenaires privés. D'accord, merci beaucoup. Alors, camarade Adjoui, vous allez clôturer l'émission, mais vous savez, débrouillardise, récession, comment on dit, oui, austérité, entrepreneuriat et tout ça, vraiment ça commence à faire chaud dans la tête de ceux-là qui suivent. Et je pense qu'il est plus ou moins nécessaire, au lieu de passer votre temps, vous, à mentir aux jeunes en leur promettant du n'importe quoi, du gros fallacieux, à travers un billet de 10 000 ou un t-shirt, un truc comme ça, vous gagnerez beaucoup, vous. Je m'adresse à tous les bords, les gars de l'opposition, là, créer de l'emploi. Vous avez le pognon, quoi. Vous, les autres, là, vous avez volé le pognon et puis après, bon, je ne sais pas si vous êtes en prison, vous avez mangé 500 milliards. Mais les gars, pensez un peu à nous. Vos enfants en ont déjà un peu trop. Pensez un peu aux autres. Et puis, à un moment, le président de la République, bon, grand, je ne sais pas, mais descend un peu dans les quartiers pour prendre la température. Ne te limite plus trop avec tes gars-là parce qu'ils ne te rapportent pas nécessairement la vérité, quoi. Enfin, j'ai bien envie de parler comme... moi, excusez-moi de le tutoyer, c'est le bon grand de tous les petits. Voilà. Donc, c'est bien de descendre un peu pour savoir ce qui se passe. Parce qu'à ce niveau-là, c'est chaud. Voilà. Donc, on va voir maintenant les gens qui vont manger les anus des autres, tout ça, parce qu'il a besoin d'argent ou elle a besoin d'argent. Tu sais que ça se fait maintenant, non? On t'a déjà mangé l'anus, toi, non? Non. Tu n'aimerais pas, non? Non, je pratique pas ce genre de... Même si c'était le cas, est-ce que tu allais dire la vérité? Non, je peux pas. Faut pas faire les choses comme ça parce qu'on a la télé. Bon, camarade Adjoui, il faut finir l'émission, faut clôturer. Vous nous dites au revoir et puis de toute façon, on se retrouve comme vous voulez. Ce qu'il faut dire que nous sommes arrivés au terme de l'émission, cette tribune offerte à la jeunesse gabonaise pour manifester leur droit le plus absolu, le droit à la parole. Et aujourd'hui, nous étions sur le thème mesures d'austérité. Qu'en est-il en fait de ces mesures-là? Donc, je pense que cette émission va être rediffusée aujourd'hui à 24 heures. Et il serait mieux de nous dire au revoir aujourd'hui pour que jeudi prochain, on se retrouve sur un autre thème. Allez, merci, bye bye, à très bientôt. Yeah.